Tout le monde aime les contes de fées. Ces contes qui parlent de gens simples et nobles, rayonnant de bonté, peu importe la situation. Parfois, ils défont des armées entières avec une chanson. Ils volent les trésors de sorcières maudites damnées ou tiennent à l'écart un roi maléfique en érigeant une butte ensorcelée. Tous les contes en ont, chansons, sorcières, buttes. Mais je vais vous confier un secret. Même dans les contes de fées, les gentils ne gagnent pas toujours. Bonjour à tous et à toutes, je suis le Dr Key et aujourd'hui nous allons découvrir le second volume des aventures du Maître de la Guerre. The Master of Callus est sorti le 5 décembre 2018. Ce coffret a été réalisé par Scott Hancock et les deux premières histoires, Call for the Dead et The Glittering Prize, ont été écrites par James Goss, et les deux dernières, The Persistence of Dreams et Scenes of the Father, ont été écrites par Guy Adams. On commence avec Call for the Dead où, sur la colonie minière de la planète Callus, Elliot King peine à répondre aux exigences de son gouverneur, Teremon, une horrible manipulatrice qui étouffe financièrement Elliot à coups de taxes préventives sur un bénéfice hypothétique des mines de Callus dont elle lui a cédé les droits d'exploitation. Ces mines ont la réputation d'être maudites et contiennent du sueño, un matériau très rare prisé pour la construction de vaisseaux utilisés comme composant des circuits, mais celui-ci est quasiment inexploitable au vu des conditions de la colonie. Les chances sont contre Elliot et ses options s'amenuisent. Les jungles de Callus sont arpentées par des hoods fous qui souvent disent « Je suis le » mais ne terminent jamais leur phrase. L'un d'eux porte un téléphone à colonne de 1930 et dit recevoir un appel pour Elliot qui, après 10 ans de labeur infructueux, accepte de répondre et se retrouve en ligne avec le maître. Celui-ci apprend à Elliot que Teremon a bloqué toutes les transactions financières qu'il envoyait sur un autre monde où se trouvait sa femme souffrant d'une terrible maladie et qu'elle en est morte dans la douleur sans qu'il le sache. Le maître lui dit que sa vie est ruinée et qu'il n'a plus qu'une seule solution. Alors, Elliot se donne la mort et sa fille, Cassandra, reprend son travail, assistée par son épouse Martine, qui vient sur Callus avec ses propres hoods et du matériel de pointe pour miner. D'abord assistée par Jacques, un ancien ami de son père, Cassie doit gérer des conflits au sein de la colonie, notamment entre les hoods et les colons. Et de plus, son matériel a été saboté, on ne sait pas par qui. Cassandra va très vite se retrouver seule quand, après un coup de fil du maître, Jack va mener les autres colons à revendre leur chair, les dédouanant de toute responsabilité au sein de la colonie, suite à quoi il va lui aussi se donner la mort. Au fond du gouffre, Cassie va accepter le téléphone que lui tend un hood et accepter l'aide que lui propose le maître à l'autre bout du fil. Après cette introduction conséquente, nous arrivons à The Glittering Prize. Un an s'est écoulé depuis que Cassandra a décroché le téléphone et la colonie minière de Callus est florissante. Le maître se fait passer pour un homme bienveillant nommé Orman, il se déguise en clown pour animer les anniversaires des enfants, il participe activement à la vie de Callus et est très apprécié. Il est ami de Cassandra et de Martine. Seulement, les bonnes choses ne durent pas. Teremon a eu vent du fait que Callus se porte bien et veut prendre un pourcentage supplémentaire sur les revenus de la mine sous prétexte de vouloir protéger le rare sueño. Et elle dit d'ailleurs qu'il serait dommage qu'un accident arrive. Dans un discours éloquent, Orman réussit à s'attirer l'aide des colons en leur promettant que Cassie leur redonnera leur chair au sein de la colonie, leur permettant ainsi à l'avenir de profiter de ses bénéfices miniers.
À l'arrivée de Térémon, tout le monde feint de ne pas savoir où est la précieuse cargaison de Soigno, et celle-ci est en réalité dans un vaisseau, celui de Martine qui est accompagné du maître, et d'un dénommé Herschel, un lâche qui par peur de Térémon a embarqué dans le vaisseau de Martine, et ceux-ci conduisent la précieuse cargaison de Soigno dans une station désaffectée dans la ceinture d'astéroïdes de Calus. Le vaisseau va être repéré après avoir déchargé sa cargaison et Térémon va le faire détruire alors que, par la communication radio, le dénommé Herschel, sous conseil du maître, tentait une distraction en faisant une blague. Térémon va récupérer une capsule de sauvetage et recueillir à son bord le maître, tandis que Martine veille sur le Soigno dans la station désaffectée. Le troisième épisode, The Persistence of Dreams, est assez particulier car il se concentre exclusivement sur le personnage de Martine. Celle-ci est sans nouvelles d'Orman depuis 6 heures et reste là à surveiller le Soigno. Un Oud l'accompagne et veut son bien. Elle se prend d'affection pour lui et l'appelle Mec plutôt que de l'appeler par le nom de sa race qui le renvoie à son statut d'esclave. Le temps passant, le Soigno va commencer à altérer l'esprit de Martine. Ce minerai a des propriétés psychiques incroyables et Martine va se retrouver dans une jungle et voir sa mère, une sacrée saloperie, qui cuisine de la viande de Oud qui parle en lui disant qu'elle veut la rendre heureuse. Martine, sur les conseils de Mec, va tenter de se tenir à distance de la salle où est gardé le Soigno. En tentant de réparer le distributeur de nourriture de la station, elle va tomber dedans et se retrouver dans une fosse nez à nez avec une sorte de Monsieur Orman particulièrement maigre et qui a très envie de la dévorer. Elle va réussir à s'en sortir, mais des hallucinations vont continuer de la pourchasser. Elle va voir Cassie en train de la mépriser, ou va se retrouver dans une forêt où sa mère est devenue un arbre géant qui fait mûrir des Ouds. Après un moment, Mec va également tenter de tuer Martine, et celle-ci va s'enfuir. Elle va tomber inconsciente et en se réveillant, elle est dans l'espace, dans une combinaison, et l'oxygène commence à lui manquer. Par communication radio, elle va avoir Cassie qui lui dit que tout va bien se passer et qu'elle va arriver, puis la ligne est alors occupée par Monsieur Orman. Martine lui raconte tout ce qui lui est arrivé, et celui-ci lui dit qu'elle a halluciné depuis le début, mais qu'elle est bel et bien dans une combinaison dans l'espace, qu'il n'y a jamais eu de Oud avec elle, en fait. Pour finir, nous avons l'histoire Sins of the Father. Dans celle-ci, Térémon continue de harceler Cassie pour qu'elle lui révèle où se trouve le Soigno. Celle-ci finit par craquer et lui avoue qu'elle n'en sait rien et que seul Orman connaît la localisation du précieux minerai. Térémon le torture depuis le début de l'épisode sans succès. Elle le fait frapper, il fait des blagues, elle l'électrise, il hurle et termine ses cris par des rires déments. Mais il ne craque pas. À bout de patience, Térémon décide d'envoyer son armée privée massacrer les colons pour cause de rébellion. Cassie a beau aller voir les gens, ceux-ci refusent de se battre alors que malgré les victimes, il pourrait avoir l'avantage du nombre et il préfère se barricader pensant échapper à la mort, ce qui est faux. À cause du Soigno, Cassie va se mettre à halluciner la présence de son père qui va se mettre à la suivre un petit peu partout. À bout d'efforts, elle finit par s'effondrer sur la place du village des colons et ceux-ci, bien que ne l'appréciant que très moyennement, vont quand même l'emmener avec eux pour se barricader alors que l'armée de Térémon approche. Et en parlant de celle-ci, elle continue de torturer le maître et cette fois-ci avec une lame. Alors, une petite alarme va retentir sur le maître et celui-ci va laisser tomber ses liens, défaits depuis un bon moment, et il va massacrer Térémon. Du côté des colons, on voit que les Ouds sortent de la jungle, s'amassent et vont à la rencontre des forces de Térémon et engagent la lutte contre eux. Faisant la constatation que les Ouds sont bien plus nombreux que les forces de Térémon, les colons sortent pour se joindre à la mêlée, mais les Ouds ne font aucune distinction et les massacrent les uns après les autres, sans exception. Laissant mourir Cassie, le maître repart à bord de son Tardis et va vers la station où est caché le Soigno. Il reprend contact avec Martine et celle-ci l'informe de sa situation, mais il n'a pas envie de s'embêter à la sauver maintenant qu'elle est dans sa combinaison en train de flotter dans l'espace. Il récupère la cargaison et va sur un autre monde où il rejoint Narvin, envoyé par les seigneurs du temps, à qui il doit livrer le Soigno. En plus d'être payé par Narvin, le maître reçoit un petit objet supplémentaire en prime qu'il avait demandé auparavant à ce dernier. Un objet assez vieux, même pour Gallifrey, et qui s'avère être une arche caméléon.
Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette histoire est horrible. Le coffret précédent, Only the Good, nous avait présenté un maître à la fin de la guerre du temps qui, malgré tout, s'efforçait de vouloir sauver l'univers, de vouloir son bien, comme il l'a formulé, devant le paradigme céleste. Sauf que là, nous sommes dans un moment où la guerre du temps n'est pas encore quelque chose d'officiel, raison pour laquelle les seigneurs du temps cherchent à obtenir des armes avec le soignot. Avant de revenir sur les épisodes, j'aimerais parler un peu plus de l'ambiance de cet épisode car elle est déprimante et pour une assez bonne raison, c'est à cause de la bande son et de toute l'ambiance sonore. La BO a été composée par Robert Harvey qui utilise presque exclusivement le piano. Le tout accompagné par un bruit de pluie donne une atmosphère assez particulière et qui colle assez bien à l'action. Je vais vous laisser l'écouter un peu plus clairement. Ah, on s'ambiance de ouf pendant la guerre du temps. Ce que j'aime particulièrement avec The Master of Kalous, c'est que c'est une histoire qui, telle qu'elle a été écrite, ne verrait pas le jour à l'écran. Des histoires comme celle-ci, on en a déjà eu avec Colony in Space, où on se retrouve sur une colonie minière, où un tyran fait la loi, où le maître trame ses plans et où le docteur s'en mêle. Mais ce genre d'histoire était raconté sous le format de la série familiale qu'il faut pouvoir présenter à tout le monde. Alors que l'histoire de Master of Kalous est très chargée en noirceur. Il n'y a pas beaucoup d'espoir en fait. Le maître n'est pas aussi présent qu'on aurait pu le souhaiter, ce qui fait qu'on va davantage passer notre temps à s'intéresser à la famille des King, donc Elliot, Cassie et Martin par mariage. Elliot s'est fait exploiter quasiment jusqu'à la mort par Theramon, ça nous le savons, mais la tragédie se poursuit par le biais de Cassie qui, je ne vous l'avais pas dit lors des résumés, a poursuivi des études d'exploitation minière, si je puis me permettre, pour pouvoir suivre le projet de son père. Et ainsi, le mal s'est transmis du père à la fille, elle qui espérait pouvoir accomplir le rêve complètement défait de son père. Cette noble ambition que de vouloir poursuivre les rêves de son père va très vite se retourner contre Cassie au fur et à mesure. Ça va devenir une obsession que de vouloir faire correctement fonctionner ses mines et Cassie va progressivement perdre en humanité tout au long de l'histoire. Elle, qui aimait beaucoup les Ood, ne souhaitait pas qu'on les traite en esclaves et leur donnait même des noms affectueux, va finir par être plus embarrassée lors de la mort de l'un de ces derniers par le fait qu'il coûte cher à remplacer plutôt que d'avoir perdu ce qui pourrait s'apparenter à un ami. D'ailleurs, justement, quand je dis que ce genre d'histoire ne pourrait pas voir le jour à l'écran, je maintiens mon propos. On sait déjà dans la série que les Ood sont maltraités, sont des esclaves, mais le fait d'avoir une conversation entre deux soldats de Theramon qui se disent qu'ils en ont ras-le-bol de manger de la viande de Ood, ça se place là quand même. Les personnages présentés sont loin d'être héroïques. Ils ne sont pas parfaits, mais on arrive à s'attacher à eux, et puis on passe de l'un à l'autre. On commence avec Elliot, et on va ensuite vers Cassie. Et quand Cassie perd son humanité, on s'attache énormément à Martin qui semble être le dernier espoir au milieu des lâches et des insensibles et des obstinés. Et c'est pour ça qu'on se sent concerné par son sort avec l'épisode 3 qui est entièrement dédié à sa folie et à sa mort. Dans cette histoire, les humains et donc en conséquence les colons sont lâches, opportunistes, avares. On n'a pas envie de s'attacher à eux. Ils ont tout fait pour avoir le moins de responsabilités quand les choses commençaient à peine à mal tourner. Ils ont isolé Cassie en lui revendant leur chair pour avoir aucune responsabilité dans la colonie et ne pas craindre le courroux de Theramon. Bon, ça se comprend quand on voit que la saloperie est quand même un sacré morceau. Mais dans les faits, ils ont toujours choisi les options les plus lâches, ne se sont mis à se battre que quand ils étaient absolument
sûrs de pouvoir gagner, aucune prise de risque, et du coup, quand ils sortent et que les Hoods se mettent à les tuer, sans pour autant souhaiter leur mort, on se dit qu'ils n'ont pas mérité mieux que de se faire massacrer par les Hoods en fait. Allez, maintenant une petite note positive, c'est-à-dire que Derek Jacobi est quand même assez drôle dans ce coffret, il se déguise en Kowloon pour les enfants, mais ce qui me fait le plus rire, c'est bien évidemment le moment où il se fait torturer, notamment à grands coups de jus. Extrait. Stop laughing. You will tell me what I want to know. Oh, yes, most invigorating. That really is quite delightful. How many votes did you say it was again? Again? Ah, même si le maître n'a pas été très présent sur les premiers épisodes et surtout sur le troisième qui est dédié à Martin, eh bien on peut dire qu'il avait quand même sacrément bien prévu son coup, mais on ne sait pas jusqu'où va son implication, si c'est bien Theramon qui a bloqué l'argent qui devait aller à la femme d'Eliott, ou si c'est carrément lui qui l'a fait, ou si il s'est simplement immiscé dans une situation qui était déjà catastrophique, où il n'avait que très peu besoin de forcer les choses. Le maître est complètement fidèle à lui-même dans son histoire et devient un point de repère normal entre guillemets, parce qu'on sait qu'il ne va pas changer, qu'il est ainsi. Il n'y a pas de chute, de transformation du personnage qui fait qu'on pourrait se détacher de lui, contrairement à tous les autres qui l'environnent. Avec ses manigances, il a fini par punir les humains et compagnie, à libérer les Hoods. En fait, lui s'en servira comme son armée privée, mais une fois qu'il a fini de faire ce qu'il avait à faire, il sécurise entre guillemets Calus en laissant les Hoods en mode meurtrier, qui se mettront à tuer tous les humains qui poseront le pied sur cette planète ou toute autre personne. Et en cela, quelque part, il a quand même réussi à les rendre libres, ce qui est une belle revanche par rapport au sort qu'ils connaissent. Mais bien évidemment, ce n'était pas dans l'intention du maître que de libérer les Hoods. Je sais pas si vous vous attendiez à un tel dénouement quand la dernière fois je vous avais annoncé que le maître allait les sauver. J'espère que je vous ai surpris. En tout cas, maintenant, vous savez comment il s'y est pris, si on peut appeler cette opération un sauvetage. Mais quoi qu'il en soit, cette vidéo arrive à son terme et nous nous retrouverons le mois prochain pour parler de la suite des aventures du 9e Docteur avec le coffret Lost Warriors. Mais d'ici là, portez-vous bien, c'est le plus important.